Donc, bon, comme le temps est limité, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, mon intervention, en fait, est un petit peu à cheval entre le thème précédent et celui-ci, parce que le sol, donc, c'est le grand oublié, à la fois souvent de la communauté scientifique et des praticiens. Donc, un exemple est de l'oubli du réservoir sol quand on se réfère à beaucoup de travaux d'irrigation, par exemple Larry Williams, qui est un peu pignon sur rue sur l'irrigation de la vigne. Quand on va dans ses publications, il fait toujours des essais d'irrigation en irriguant à 0,25, 0,5, 0,75, une fois ou 1,25 fois l'ETR, et comme si le climat, c'est le seul variable qui joue sur la disponibilité en eau de la vigne. Alors évidemment, l'auteur oublie complètement que le sol peut apporter de l'eau. Là, c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout intégré. Et on peut bien sûr irriguer à 0,25 fois l'ETR. S'il y a 300 mm d'eau dans le sol, on peut attendre longtemps avant d'avoir un déficit hydrique. Mais parfois, les praticiens l'oublient aussi. Quand on a planté ou agrandi le domaine de l'hospitalet sur la Clappe au début des années 2000, on a broyé du calcaire dur de l'urgonien, on a implanté la vigne sur des sols avec des très faibles réserves en eau dans un contexte méditerranéen où il y a peu de précipitations, et c'était l'un des premiers vignobles qu'on a irrigué tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte que, mais sous le climat méditerranéen, ce n'est peut-être pas un très bon sol viticole. Ça aurait été un très bon sol viticole dans un climat bordelais avec 900 mm de pluie, mais peut-être pas forcément en Languedoc. Alors, si on veut raisonner un peu les ordres de grandeur, parce que je pense qu'il est important, c'est les ordres de grandeur. Le bilan hydrique reste un outil formidable pour raisonner les ordres de grandeur. Alors, le bilan hydrique formulé suivant Éric Lebon et Anne Pellegrino, qui ont beaucoup travaillé la question. Donc, vous connaissez les termes du bilan hydrique. Donc, on raisonne en eau disponible au jour le jour et qui est donc équivalent à l'eau disponible la veille, plus les précipitations, plus l'irrigation, moins la transpiration de la vigne, moins l'évaporation du sol, moins le drainage. Et avec tous les termes du bilan qui sont exprimés en millimètres. Ou si on veut le mettre sous forme de... Pardon. Donc là-dessus intervient aussi la notion de Total Transpirable Soil Water, qui est la réserve en eau en début de saison. Donc on démarre le bilan hydrique, s'il pleut suffisamment en hiver, avec la TTSW au débourrement. Donc c'est quelque chose qui est très proche de la réserve utile. Alors, la TTSW dépend de la texture, et donc la rétention en eau est le plus important pour des limons, suivi par des argiles et ensuite des sables. Ensuite, la TTSW dépend de la profondeur d'enracinement et du pourcentage d'éléments grossiers. Alors, cette TTSW est extrêmement variable pour des sols viticoles. Et donc, sur le plateau de l'Urgonien, on est peut-être à 50 ou 60 mm pour des sols caillouteux superficiels. Une valeur moyenne pour un sol viticole, c'est de l'ordre de 200 mm, mais ça peut aller jusqu'à 300 mm pour un sol profond, limoneux, sans éléments grossiers, ou même au-delà de 300 mm. Et bien sûr, ça a un impact énorme sur l'état hydrique de la vigne au cours de la saison, notamment en climat sec. Donc, en image, c'est le Soil Plant Atmosphere Continuum. Donc, on a le compartiment climat qui apporte la précipitation, mais aussi la demande en eau. Le réservoir sol, qui est extrêmement important de prendre en compte, et la vigne là-dessus, donc avec une évaporation à la surface du sol et une transpiration de la vigne. Et je pense que si on veut raisonner sur l'eau, il faut toujours avoir cette image en tête parce qu'on a les différents compartiments et on peut raisonner sur les ordres de grandeur et justement trouver les leviers pour éviter des stress hydriques trop importants. Alors, donc, l'eau disponible au débourrement est égale à la TTSW s'il pleut suffisamment en hiver pour remplir les réserves. Alors, donc, cette TTSW qui est extrêmement variable, qui varie du simple au triple, sur certaines déterminants de la TTSW, on n'a aucune prise. La texture, elle est ce qu'elle est à un endroit donné. Le pourcentage d'éléments grossiers, on ne peut pas le modifier, mais on peut jouer sur la profondeur d'enracinement. Et c'est un levier essentiel parce que la TTSW est simplement proportionnelle à la profondeur d'enracinement. Donc, chaque fois qu'on peut gagner en profondeur d'enracinement, on gagne en TTSW. Alors, sous les autres termes du bilan, on n'a bien évidemment pas de levier sur les précipitations, mais on peut agir parfois un petit peu sur le taux d'infiltration.
Et quand on a des précipitations irrégulières par le travail du sol, on peut favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol pour éviter des pertes par ruissellement. Bon, on ne peut pas agir sur le drainage. On parle du drainage interne du sol, hein, bien sûr. On peut agir un petit peu sur l'évaporation à la surface du sol par le travail du sol. Et par exemple, on connaît les adages, un binage vaut un arrosage. Mais dans le cas de la vigne, ça ne joue pas énormément parce que justement, la vigne a un enracinement profond et l'entretien du sol va jouer peut-être sur 10 ou 15 millimètres de différence d'évaporation à la surface du sol. Mais une fois que le sol est sec, finalement, il n'y a plus tellement de perte d'eau par évaporation à la surface du sol. Par contre, on a un levier très fort sur la transpiration de la vigne. Et par le système de conduite, on peut gérer la surface foliaire par hectare, par exemple, en écartant plus les rangs de vigne. Là, on diminue énormément l'interception du rayonnement par la végétation et donc la transpiration. Donc ça, c'est un levier énorme sur lequel on peut jouer. Et évidemment, l'irrigation, si elle est autorisée, c'est aussi un levier sur lequel on peut jouer. Alors, donc, voilà, quels sont les leviers qui sont vraiment importants? Il faut favoriser la profondeur d'enracinement pour augmenter la TTSW. Et donc, il faut avoir en tête qu'à chaque fois qu'on gagne 1 cm de profondeur d'enracinement, mais on gagne 1,5 mm de TTSW. Donc, si, par exemple, par des préparations du sol adéquates avant plantation, on peut gagner 50 cm d'enracinement, mais on gagne 75 mm de capacité de stockage qui est tout simplement énorme. Donc, le Reaper, c'est un très bon outil pour préparer le sol. Les labours profonds ne sont pas tellement recommandés parce qu'on retourne les horizons, tandis que le Reaper respecte les horizons, ne fait pas de semelles de labour. Donc, vraiment, aller ripper les sols jusqu'à 1 mètre ou plus de mètres quand on peut, ça permet que la vigne s'installe bien en profondeur et on bénéficie pleinement de ces réserves profondes. Ensuite, en zone sèche, évidemment, utiliser des porte-greffes puissants qui émettent un bon système racinaire en profondeur, comme si le 110 Richter ne suffit pas, on peut aller jusqu'au 140 Ruggieri sur des sols où l'installation racinaire est un petit peu difficile. Alors, on va aussi, notamment dans le Nouveau Monde, sur des vignes qui sont mal irriguées, avec des petits apports fréquents, qu'on rend la vigne complètement dépendante du système d'irrigation et qu'on peut arriver à des enracinements très superficiels. Alors, ce qu'on perd en enracinement, évidemment, on le perd en réserve en eau dans le sol. Donc, parfois, cette perte d'enracinement par l'irrigation est pratiquement équivalent à l'eau apportée par l'irrigation. Donc, dans ce cas-là, on apporte de l'eau pratiquement pour rien, parce que justement, si l'irrigation est mal faite, alors ce n'est pas systématique, parce que justement, il faut irriguer, si on irrigue, il faut irriguer avec des apports plutôt massifs et peu fréquents, justement, pour éviter que le système racinaire ne soit pas modifié. Alors, on a parlé, Mélissa a abordé la question de la matière organique. Alors, j'ai fait un petit calcul. Finalement, l'action de la matière organique est relativement limitée. J'en avais parlé hier avec Hans Schulz dans un autre meeting. Hans, il estime que si on augmente de 1% la quantité de matière organique sur 30 cm, et c'est considérable, il faut apporter une centaine de tonnes de matière organique pour gagner ça, finalement, on augmente la capacité de stockage de 17 mm. Alors, si on met ça en perspective d'une TTSW moyenne de 200 mm, on gagne à peine 10% de capacité de stockage. C'est bien différent pour des cultures annuelles, où là, c'est un levier important, parce que sur des cultures annuelles, on est plutôt sur 50 ou 60 mm de réserve en eau. Et là, si on augmente de 17 mm la réserve en eau, on est supérieur à 25% d'augmentation. Donc, voilà, ce qui peut marcher sur des cultures annuelles n'est pas forcément transposable à la vigne. Alors, pour l'entretien du sol, on se pose souvent la question, est-ce que l'enherbement concurrence la vigne pour l'eau? Alors, il y a pas mal de travaux publiés là-dessus. Alors, je vous relate des résultats d'un de mes anciens collègues de Bordeaux Sciences Agro, Martin Van Elden, qui est maintenant en Australie et qui a expérimenté ça sur un très grand nombre de parcelles en Australie, où il a comparé tillage, le travail du sol, avec enherbement. Alors, les Australiens, ils appellent ça permanent sward, et le désherbage. Et l'intérêt de son étude, c'est qu'il a fait donc sous climat sec avec beaucoup de parcelles. Il a fait du delta C13 sur toutes ces parcelles. Alors, il y a
Donc, la modalité NRB, c'est en rouge, hein, c'est le S. Et quand on regarde la moyenne, c'est parcelle, mais il n'y a pratiquement pas d'impact. Et finalement, ça s'explique parce que la vigne n'est pas en compétition frontale pour l'eau avec l'herbe, parce que la vigne puise essentiellement son eau dans un autre compartiment, plus en profondeur que l'herbe. Cette compétition est bien plus forte pour l'azote, et donc ici, il a mesuré l'azote minéral dans le sol, et là, on voit des différences systématiques, parce que pour l'azote, la vigne est en compétition dans le même horizon avec l'herbe, parce que l'azote, essentiellement, est présent dans les 40 ou 50 premiers centimètres du sol. Et cette compétition pour l'azote dépend aussi du type d'enherbement. Par exemple, à la phytique élevée, il a 2 parcelles avec la phytique élevée, on voit que cette compétition pour l'azote est énorme, et donc la perte de rendement et de vigueur sont beaucoup plus expliquées par une compétition pour l'azote que pour une compétition pour l'eau. Et puis il y a d'autres travaux publiés dans la littérature qui vont un petit peu dans ce sens. Donc, voilà, le sol, bien sûr, ce n'est pas que de l'eau, mais l'eau est quand même une question cruciale dans un contexte de changement climatique. Et donc, il ne faut pas oublier la quantité considérable que le sol peut apporter est 200 mm, c'est 200 litres au mètre carré. Donc, pour une vigne à une densité de 5000 pieds par hectare, chaque pied de vigne dispose de 2 mètres carrés au sol. Donc, ça fait 400 litres d'eau dans le sol à disposition de la vigne au début de la saison. Et c'est comme s'il y avait 2 barriques d'eau en dessous de chaque pied de vigne. Et le pauvre Larry Williams, il a complètement oublié ces 2 barriques d'eau qui sont sous chaque pied de vigne. Donc, c'est un apport d'eau qui peut être équivalent aux précipitations d'avril à septembre. Et c'est pour ça que parfois, sous des climats très secs, on n'a pas de catastrophe en termes de contraintes hydriques, même s'il y a 3 mois ou 4 mois sans précipitation, parce que la vigne vit tout simplement tranquillement. Elle puise dans ses 400 litres d'eau qu'elle a à disposition en début de saison, à condition, bien sûr, que le système racinaire soit bien implanté. Donc, sous climat sec, on a tout intérêt à maximiser la rétention en eau du sol. Donc, sous les climats secs, mais il ne faudrait pas planter la vigne sur des sols à TTSW trop faibles. Et donc, ce qui peut être un bon sol viticole à Bordeaux n'est pas forcément un bon sol viticole en Languedoc. Il faut tout faire pour favoriser la profondeur d'enracinement. Et là, la préparation du sol avant plantation est capitale. Et si jamais la réserve en eau n'est pas remplie, je pense qu'on pourrait envisager de l'irrigation avant le débourrement certaines années pour remplir la réserve en eau du sol, parce que dans la majorité des cas, même sous climat sec, si la vigne est bien installée, elle n'a pas besoin d'être irriguée au cours du cycle. Et par contre, si pendant l'hiver, exceptionnellement, les réserves en eau ne sont pas remplies, ça peut évidemment poser problème. Et une irrigation au mois de mars, ça pose moins de problèmes environnementaux qu'une irrigation en juillet et en août, parce que dans les rivières, il y a encore beaucoup d'eau disponible au mois de mars. Et donc, en décalant l'irrigation plutôt avant le débourrement, ça peut être un bon moyen de remplir ces réserves en eau avant la saison. Et donc, l'apport de matière organique, ce n'est pas complètement négligeable, mais je pense qu'en termes de levier, il faut surtout chercher les leviers qui sont puissants. Et les 2 leviers, à mon avis, qui sont les plus puissants, c'est essayer d'augmenter la TTSW par une installation de la vigne avec un enracinement en profondeur. Et l'autre levier puissant, c'est la transpiration de la vigne. Et donc, en modifiant la surface foliaire exposée et l'interception du rayonnement par la surface foliaire, on peut jouer sous la transpiration et donc sous climat sec, plutôt favoriser des densités moyennes ou moyennement faibles pour limiter les pertes par transpiration. Voilà, merci pour votre attention.